The Assembly will hear an address by His Excellency Alexander De Croo. L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Alexandre De Croo, Premier ministre du Royaume de Belgique. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence à la tribune. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, alors que les dirigeants du monde entier affluent aux Nations Unies cette semaine, il ne devrait avoir qu'une seule ambition: trouver une issue au conflit qui déchire le Soudan, le Moyen-Orient, l'Ukraine et bien d'autres pays. Ces conflits apportent guerre et famine et provoquent des tragédies terrifiantes qui frappent des familles et des sociétés entières. Elles ne sont pas si éloignées que cela de nos maisons, de nos villes. L'histoire, pourtant, nous enseigne une leçon, si nous prenons le temps de regarder en arrière. Juste après la mise au point par Andrei Sakharov de la première bombe à hydrogène en 1955, la course aux armements nucléaires et la doctrine soviétique l'avaient sérieusement gêné. Parce que pour lui, les droits humains et la dignité humaine étaient une nécessité absolue, une condition préalable, non seulement pour la sécurité nucléaire, mais également à la prévention de la guerre. La lutte pour les droits humains a défini qui il était et a fait de lui un défenseur international de ces droits, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix 20 ans plus tard. Dans son discours, le comité Nobel avait relevé que Sakharov, je cite, avait lutté contre l'abus de pouvoir et toutes les formes de violation de la dignité humaine. Fin de citation. Mais lorsque nous regardons le monde tel qu'il est devenu aujourd'hui, il est crucial de garder à l'esprit l'héritage de Sakharov. En effet, dans le monde entier, la dignité humaine et l'état de droit reculent. Parfois, ils font défaut. Et là où le respect de la vie humaine et la promesse de l'état de droit s'évanouit, eh bien, les conflits armés ne peuvent que prospérer. L'histoire ne se répète peut-être pas, mais elle rime. Au Moyen-Orient, des décennies de déshumanisation de l'ennemi ont débouché sur un cercle vicieux de violence, avec à la clé 40 000 personnes tuées en moins d'un an. Ce conflit provoqué par l'être humain est l'un des plus meurtriers depuis des décennies. Ce conflit n'a pas commencé lorsque une attaque terroriste terrible a été perpétrée contre Israël, tuant plus de 1400 citoyens israéliens il y a presque un an. Mais le 7 octobre, la Belgique avait reconnu immédiatement le droit d'Israël à se défendre. Nous avions appelé d'ailleurs à la libération inconditionnelle de tous les otages. Dès le début de la guerre à Gaza, mon gouvernement avait aussi mis en garde contre le manque de respect du droit international humanitaire des deux côtés et contre les attaques disproportionnées au mépris des vies civiles palestiniennes. Presque un an plus tard, nous devons reconnaître, hélas, que les extrêmes des deux côtés continuent de mener la barque et de donner le ton de ce conflit. Les fanatiques pensent en effet que le pouvoir militaire peut mettre fin à ce conflit. Or, c'est une illusion. Pour arriver à la paix, nous avons besoin d'une véritable feuille de route, de courage politique et non pas de tactique supplémentaire pour rester au pouvoir un jour de plus. Nous appelons donc à un cessez-le-feu immédiat et pérenne, comme nous l'avons fait depuis le début de cette guerre, depuis des mois. Mais cette perspective semble s'éloigner de plus en plus. Les hostilités doivent cesser avant que toute la région ne devienne victime de ces violences. Mais les actions sont plus audibles que les mots. La Belgique a d'ailleurs imposé un embargo sur les armes. Nous n'avons jamais suspendu notre soutien à l'UNRWA ou à d'autres organisations humanitaires. Avec l'Union européenne, nous avons imposé des sanctions à Hamas, certes, mais également aux colons extrémistes et aux organisations de colons extrémistes. Chaque vie innocente perdue à Gaza, chaque otage découvert mort éloigne les perspectives d'une paix future. Aujourd'hui, Gaza est en ruine. Plus de 15 000 personnes ont besoin de prothèses car ils ont perdu des membres. 10 000% de ces victimes sont des enfants. Où est la dignité humaine dans tout cela? Mais il y a encore une issue possible. Je suis convaincue que
Cette issue commence par la reconnaissance du droit à exister à la fois d'Israël et de la Palestine, en s'appuyant sur les frontières de 1967. Nous devons travailler avec les dirigeants palestiniens et israéliens qui reconnaissent ces droits et qui s'opposent à la fois à l'antisémitisme et aux sentiments anti-palestiniens. C'est ainsi, et seulement ainsi, que nous pourrons commencer à définir une solution viable, celle reposant sur la solution à 2 États. Monsieur le Président, chers collègues, Vladimir Poutine a déclenché une guerre en Europe depuis 2 ans maintenant. Mais la vérité est simple. Seul lui peut mettre fin à l'invasion illégale et non provoquée de l'Ukraine. Il peut le faire immédiatement. Sa folie continue en effet d'avoir des conséquences dévastatrices pour le peuple ukrainien. Un homme à lui seul peut mettre fin au massacre de milliers de civils. Un homme peut mettre fin à cette violence que continuent de subir les Ukrainiens dont l'avenir est en suspens. C'est lui et lui seul qui peut mettre fin au bombardement, aux attaques aveugles contre des routes, des infrastructures énergétiques, des ponts, des hôpitaux, des écoles et des logements. La brutalité généralisée de cette guerre a été établie par plusieurs enquêtes internationales indépendantes. Personne ne devrait détourner le regard. Au cours de l'année passée, nous avons, en tant que Belges, grâce à un fonds que nous avons mis en place, dépensé 1,7 milliard d'euros pour du matériel militaire, de l'aide humanitaire et la reconstruction des zones les plus touchées en Ukraine par ce conflit. L'Agence de développement belge aide l'Ukraine à se relever et à se préparer à adhérer à l'Union européenne. Le peuple ukrainien va devoir combattre un hiver bien rude bientôt. C'est pourquoi nous approvisionnons en énergie des centaines d'hôpitaux en Ukraine afin de les prémunir contre la rudesse de l'hiver. Au cours des 2 dernières années, nous avons souvent prononcé les mots « aussi longtemps qu'il le faudra ». Mais cette promesse, nous ne la prenons pas à la légère. Les Russes continuent, certes, de bombarder des villes ukrainiennes, mais l'Ukraine cherche encore à se défendre. C'est la raison pour laquelle elle demande des défenses aériennes. Comment l'Ukraine peut-elle protéger ses citoyens? Nous transférons tous les avions de chasse nécessaires à l'Ukraine, 30 dans les années à venir. Nous voulons protéger tous les Ukrainiens et à tous ceux d'entre vous qui aspirent à la paix. La paix n'arrivera que lorsque le président Poutine sera contraint de mettre fin à cette agression contre l'Ukraine. Messieurs, il est clair que nous vivons dans un monde polarisé et profondément divisé. Ce constat pourrait nous amener à croire que le multilatéralisme a échoué à tous les niveaux. Ce serait une erreur. Il y a 1 an, un traité qui protège la biodiversité en haute mer a été adopté. Cette initiative collective prouve qu'il est encore possible d'être unis face à l'urgence climatique et environnementale. La réponse mondiale au Mpox et la réaction du CDC africain à l'épidémie dont sont un autre exemple de progrès. L'Union européenne et la Belgique ont investi de manière significative dans la production et l'accès aux vaccins en Afrique. Nous avons besoin de plus de solidarité et de coopération. Et ces mots peuvent paraître idéalistes et naïfs, mais nous ne pouvons relever les défis communs qu'en travaillant ensemble. Partout dans le monde, les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient. Cette semaine dernière encore, de fortes pluies ont provoqué des inondations dans de vastes régions de l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Notre planète et toutes les formes de vie qui s'y trouvent sont confrontées à d'énormes défis. Ce n'est cependant pas le moment de désespérer et de revoir nos ambitions à la baisse. Bien au contraire, l'ingéniosité humaine, la concurrence durable et les changements de comportement bien ancrés peuvent atténuer les effets du changement climatique et nous aider à nous adapter. Nous avons redoublé d'efforts afin de relever encore nos ambitions en matière de climat et des océans. Nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires
en particulier dans les pays d'Afrique les plus vulnérables, en leur fournissant du financement et en renforçant leurs capacités. Cet automne, la CAP sur la biodiversité à Cali et la COP sur le climat à Bakou seront à nouveau des moments clés pour l'avenir des populations de la planète. Ladies and gentlemen, in all... Mesdames et messieurs, toutes ces années pendant lesquelles on parlait de prévention des conflits, de consolidation de la paix, de maintien de la paix, on a beaucoup parlé. Hélas, cela n'a pas empêché les conflits de devenir plus dangereux, plus meurtriers, plus tenaces, plus nombreux aussi. Le nombre de travailleurs humanitaires tués bat tous les records. Le nombre de réfugiés continue d'augmenter année après année. Notre humanité commune semble être empêtrée dans une crise des plus profondes, ce qui me ramène aux enseignements d'Andrei Sakharov. Lorsque les droits humains et la dignité humaine font défaut, les conflits, ou plutôt la menace des conflits plane sur nous, et ce sont les plus vulnérables qui en payent le prix fort. Un nouveau début, un nouveau chapitre, comme y appelle le pacte de l'avenir, doit donc être ouvert. Et cela commence par un engagement nouveau en faveur de la Charte des Nations Unies, de l'État de droit et du respect de la dignité humaine. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre du Royaume du Belgique. Nous venons d'entendre le dernier orateur